Hello les amis, on se prend un petit café ensemble. J'attends avec joie, impatience, euh, détermination aussi, mais surtout une joie intense. Je reçois aujourd'hui sur la chaîne Soignant Gagnant Yannick Alain. Yannick Alain est l'écrivain de Les gentils aussi méritent de réussir. Alors, il est parti conduire ses enfants à l'école. Il va arriver dans quelques minutes. Ça nous laisse le temps de prendre un petit café ensemble. Alors, moi, je suis Sylvie Vanneville. Hop, mon mug, neurosciences motivationnelles. Je suis coach pour les équipes de Yannick Alain avec David Lefrançois, où j'ai été formée à l'Institut des neurosciences. Je suis chef d'entreprise et je suis aussi une soignante, une manip radio. Je fais du scan, d'IRM, du traitement de cancer. Vous m'avez croisée dans ma belle blouse blanche. Alors belle, elle n'est pas toujours taillée très bien. Chez les soignants, nous n'avons pas des coupes ultra féminines, c'est plutôt très droit, etc. On fait des efforts là-dessus. Mais vous m'avez croisée dans ma blouse blanche. C'est avec plaisir. Alors que je vais recevoir Yannick Alain ce matin. Il a rencontré les milieux de soins très tôt dans sa vie parce qu'il lui est arrivé un accident grave de parcours pour sa conjointe. Il va vous en parler. Il a toujours continué dans la persévérance, la gentillesse, le sourire, l'humour et il prouve que les gentils aussi méritent de réussir. Il est l'écrivain non, il n'est pas l'écrivain de la maîtrise de la persuasion, mais il a préfacé Yannick le livre de Napoléon Hill, La maîtrise de la persuasion. Napoléon Hill, vous le connaissez certainement, dans le monde du business et du développement personnel, on commence souvent par ce premier livre, Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. C'est un incontournable, hein, c'est un best-seller, Réfléchissez et devenez riche. Et il a donc préfacé, et oui, alors Yannick, il va vous le dire, c'est pas un premier de la classe, c'est pas quelqu'un qui aimait le français, etc. À l'école, les études le poursuivaient plutôt que lui poursuivait ses études, etc. Il va vous le dire. Il est honnête avec ça. Il ne nous vend pas du rêve. Il va vous raconter son histoire, comment il a avancé sur ce parcours et comment il a produit, il a créé d'abord la Neuro Business School, aujourd'hui la Network Business School. On est nombreux. Moi, je fais partie des coachs qui accompagnent les chefs d'entreprise partout en francophonie. Donc, en Israël, je coach en Israël, je coach en Nouvelle-Guinée, je coach Paris, Vannes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, etc. Grâce ou avec ma collaboration dans ces équipes, avec mes apprentissages, euh, tout ce qui est neurosciences, motivationnel, comment donner la pêche, le punch, le sourire. Quand c'est difficile, quand on est chef d'entreprise et que c'est difficile, comment garder la gagne. C'est ça. Voilà, je reçois des petits messages là de Yannick, il arrive. Donc dans quelques instants, il va arriver. Moi, je suis très heureuse, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Euh, j'ai créé un petit décor Noël pour pouvoir vous accueillir dans cet esprit de Noël, cet esprit de partage. Parce que Yannick, avant tout, c'est le partage, le don, c'est la gentillesse, c'est celui qui va vous faire rire quand tout va mal, qui va vous dire mais oui, mais t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, reviens aux essentiels, tu verras, ça va y aller. Tant qu'on n'est pas mort, il y a de l'espoir. Et c'est vraiment ce qui nous transmet. Cette vidéo va être diffusée là, juste avant Noël, parce que on sait qu'il y a du monde quand même seul, qui traverse des épreuves de vie, des séparations, divorce, rupture, deuil, la perte d'un être cher. Ici, en cette période, euh, des proches qui ont perdu des êtres très chers et auxquels je pense. On a aussi toute cette fête autour de Noël et quand nous-mêmes, on ne peut pas se réjouir parce que tout s'effondre autour de nous, parfois c'est difficile. Et c'est notre intention. C'est dans cet audio, dans cet enregistrement, dans cette vidéo, c'est pour partager cette notion d'espoir, de lumière, d'envie d'y aller. Ne lâchez rien, lâchez rien. Vous avez le droit d'être dans votre canapé et acheter 200 paquets de mouchoirs en papier. Ça, c'est OK. Moi, souvent, il y a une période de ma vie, j'ai dit, mais j'aurais dû investir chez Lotus.
chez Lotus, pas le PQ. Si, aussi, parce que j'en ai chié. Et on en a chié. Yannick, il va pouvoir vous le dire, lui aussi, en a chié. Mais chez Lotus, parce que pour les mouchoirs en papier, tant je pleurais, j'ai eu des personnes que j'ai interviewées qui peuvent vous dire la même chose et qui disaient tout le temps, Sylvie, tu t'es plantée, tu aurais dû prendre des actions chez Lotus, tu aurais fait business. Tellement, il y a eu des périodes très difficiles. Et c'est OK tout ça. Nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, des êtres en chair et en os. Donc, nous sommes euh, des personnes qui vont vivre des cycles qui avancent, qui font qu'on meurt, on renaît, on meurt, on renaît, on meurt, tel le phénix de ses cendres. C'est parfois profondément injuste, c'est parfois profondément humiliant, c'est parfois profondément, on va ressentir de la honte, de la culpabilité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou j'ai pas été bon, ou je n'ai pas été assez. Et c'est OK. Et c'est OK. Parce que ces périodes-là, il faut les traverser pour comprendre et pour se dire, bah, allons-y, allez go, let's go, allez, just do it, vas-y, fais-le. La célèbre marque Nike qui dit just do it, vas-y, fais-le. Oui, allons-y. Aujourd'hui, peut-être on est triste. Demain, c'est fini. Quel est le temps que je donne à ma souffrance? Combien de temps est-ce que je donne à ma souffrance? Un jour, 1 heure, 24 heures, 48 heures, 10 ans, 15 ans, une semaine, 20 ans, une vie. Il y a certaines personnes qui donnent une vie à leur souffrance et qui transmettent encore la souffrance de génération en génération. Moi, je suis pas prête à donner une vie, parce que la vie est précieuse, l'amour est précieux, la joie est précieuse. Les moments d'émerveillement, l'étincelle dans les yeux des enfants, nos étincelles de vie, etc., sont tellement importantes. Nous ne pouvons pas donner une vie. Alors, je regarde. Si Yannick arrive, s'il est là, certainement en train de se garer, et où il trouve pas de place devant l'école de ses enfants. C'est possible, ça aussi. Hein, c'est très, très possible de ne pas trouver de place. On est des mamans, des papas, on sait comment c'est, quand on doit se dépêcher, il y a encore un imprévu, quelque chose qui arrive, et voilà, c'est OK. Et c'est OK, ça fait aussi ça qui fait qu'on est vivant, qu'on se sent bien et plein de vie, plein de vigueur, plein d'enthousiasme aussi, et puis plein de cette colère qui nous anime et qui nous permet des fois de rentrer dans notre nouveau combat. Cette colère qui nous fait dépasser certaines choses, qui nous dit, parce que la colère, elle n'est pas toujours mauvaise, elle est bonne parfois. Moi, quand je suis en colère, ça me donne du boost profondément. J'y vais 2 fois plus quand je suis en colère parce que là, tout à l'heure, mes lumières ne fonctionnaient pas. Je viens de déménager et je ne trouvais plus les rallonges. Vous savez, dans les déménagements, on met à droite, à gauche, on a des nouveaux repères, c'est un nouveau changement. Il faut retrouver les prises, les rallonges, les lumières ne fonctionnaient pas ici, je ne sais pas ce que ça va donner, le son, l'audio, etc. Le micro est resté dans notre maison, donc je n'ai pas le micro d'habitude. Ce n'est pas grave, je vais faire confiance, je vais parler un peu plus fort. J'espère que on m'entendra bien, et si on m'entend pas, eh bien on montera le son. Et voilà. Moi, je vais... Ah, voilà. Ça y est. Oh, mais en plus, t'as mis mon livre derrière toi, mais c'était au top. Tu as aussi Oh celui-ci. là là, mais t'es incroyable, incroyable. J'ai même mis des boucles d'oreilles qui suivent avec ton livre parce que ce matin, je ne savais pas choisir mes boucles d'oreilles. J'ai dit, bah, je vais mettre les jaunes qui suivent avec ton livre, Yannick. Oh, c'est trop mignon, mais t'es brandé de ouf, t'es incroyable. Comment tu Écoute, bon, vas? j'espère que mon ordinateur va tenir. Je l'ai pas encore changé. Je devais avoir changé mon ordinateur et en fait, il a du retard. Donc, j'espère que ça va aller, et que ça va tenir. Ça va aller. Et si ça n'allait pas? On a toujours des solutions. Nous, on est les maîtres de la Ben lumière. oui, on s'adaptera. Attends, on s'adapte, on est des ninjas ou pas? On est des ninjas. Voilà, voilà. Top. Comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Un peu fatigué, un peu dans le rush. J'ai des journées de dingue en ce moment. C'est la folie. C'est mon anniversaire dans 2 jours. Je pense que je vais passer ma journée à être à fond.
Ça va être la folie, je pense. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc, on va pouvoir te souhaiter un joyeux anniversaire d'avance. Là, tu es sur la chaîne Soignant Gagnant, chez Sylvie Vanneville, neurosciences motivationnelles. Moi, je suis heureuse de t'accueillir. J'ai déménagé ce week-end, donc Mais oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Tu m'avais dit, on s'était un peu raté la dernière fois, mais là, je suis content. Voilà. Et c'est très bien parce que à l'hôtel, j'avais manqué de la connexion, etc. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Là, je suis dans mes nouveaux locaux. Je suis bien. J'ai trouvé toutes les prises et on va partager Moi, j'ai ensemble. trouvé la lumière, donc on est bon. Voilà, la lumière fut. On va partager ensemble si tu veux bien, parce que je vais te présenter hein, quand même. Tu es Yannick Alain et je vais te laisser te présenter après. Tu es l'auteur de Des gentils aussi méritent de réussir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Tu J'en es suis très fier. aussi celui qui a préfacé quand même, faut le dire, Napoléon Hill, celui qui a écrit le best-seller Réfléchissez, devenez riche. Tous les chefs d'entreprise connaissent, quand ils font du développement personnel, Napoléon Hill. Et tu l'as préfacé. Pourtant, tu vas pouvoir témoigner. J'ai préfacé la maîtrise de la persuasion, effectivement, mais effectivement Napoleon Hill, voilà, qui a un énorme succès. Hein, la maîtrise de la persuasion est très très lu. C'est un très très beau livre justement sur la vente et la vente avec éthique, avec vraiment cette logique de vibration, d'amour, de service. C'est vraiment un très très beau livre de Napoleon Hill qui était ancien parce que Napoleon Hill c'est un vieux monsieur, hein, donc enfin c'est un vieux monsieur, il est décédé maintenant hein, depuis bien longtemps. Et j'ai eu la chance que les éditeurs français me demandent en fait de préfacer ce livre-là. Et c'était un véritable honneur. Tu as dans ton parcours, alors notre intention à tous les deux, hein, c'est d'offrir en cette période de Noël euh, ton témoignage, de chef d'entreprise, brillant chef d'entreprise, hein, qui est le directeur de la Neuro Business School, qui est de la Network Business School, qui accompagne de nombreux entrepreneurs dans toute la francophonie, et de partager ton parcours et comment tu as pu garder la joie, la combativité, en toute gentillesse, hein, pas le combat pour écraser les autres, mais Bien sûr. comment tu as réussi à avancer dans l'adversité avec un parcours atypique aussi pour donner cet espoir aussi à nos enfants. Moi, je viens de sortir des réunions parents-prof avec mon garçon Hugo et quand j'essayais d'exposer des options de parcours, on dit, mais non, c'est un bon élève, mais non, non, il ne faut pas qu'il fasse comme ça. Et je dis, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'autres chemins? Et toi, tu es la preuve vivante qu'il existe d'autres chemins. Ah Et oui, c'est clair. je te laisse te présenter, Yannick, j'ai parlé beaucoup. À toi. Non, dessus, t'as tout dit, hein, tu sais, enfin, tu sais, j'ai tellement à dire et à la fois, qu'est-ce qui est important pour les gens qui nous écoutent, tu sais, je suis un entrepreneur, effectivement, je suis un passionné de développement personnel, un passionné de business. À côté de ça, j'ai toujours été passionné d'humain aussi et souvent, en fait, on oppose, en fait, là, le monde des affaires, le monde du business, l'humanité, finalement, enfin le business à l'humanité et on oppose en fait ces deux mondes alors que pour moi ils sont tout à fait mariables. C'est juste qu'effectivement en fait on en a fait quand on est patron d'entreprise, on doit se couper de ses émotions, on doit être voilà, et donc c'est vrai que il y a une part en fait on va dire d'objectivité à avoir quand on est un chef d'entreprise et une part de pragmatisme à avoir pour avoir du business, mais à la fois ça veut, en fait les gens ont confondu en fait finalement l'honnêteté entrepreneuriale et tout ça avec je me coupe de mes émotions et je détruis en fait. Et je crois que non, je pense qu'on est capable en fait aujourd'hui de faire du business collaboratif, du business tout ça. Donc bon voilà. Donc j'ai monté un business un peu atypique en fait et j'aide les autres à monter leur business aussi. Voilà, je suis un ancien directeur commercial aussi. Je suis beau papa de deux petits de 7 ans et 10 ans et bientôt papa. Voilà dans d'ici 2 mois d'une petite qui devra arriver incessamment sous peu. Enfin incessamment sous peu d'ici janvier, février. Oui. Donc au moment où vous regarderez la vidéo, janvier, février 2024, je serai plus ou moins ou papa ou pas. Voilà. Et en tout cas, voilà, on en est là et voilà. Donc, je sais pas quoi te dire de plus. Effectivement, j'ai préfacé des livres. Je suis assez reconnu dans mon milieu. Voilà, mais encore une fois, voilà. Tu partages ton début, tes débuts quand tu es jeune, Oui, tu es à l'école. oui. Alors déjà, il faut savoir que ouais,
tes grands-parents, Oui, moi j'ai le souvenir de cette photo que tu nous partages en conférence, en formation, oui. tes grands-parents et la simplicité, etc. Et puis tu y vas. Oui, alors excuse-moi parce que du coup j'entends un peu avec il y a des petits ratés en fait, mais ce que je comprends effectivement, c'est que tu voulais que je te parle en fait de mes grands-parents et de ma jeunesse, c'est ça, de mon enfance. Donc moi j'ai été élevé par mes grands-parents en grande partie de 5 ans à 12 ans à peu près. Donc bah voilà, parce que ma mère était chanteuse professionnelle et donc comme elle était chanteuse professionnelle, mes grands-parents, comme elle m'a eu très jeune, j'avais 18 ans, ils ont dit écoute, donne-nous le petit, viens vivre à la maison, vis ta vie de tout simplement d'artistes et nous on va s'occuper du petit, donc ce qui a occasionné chez moi des petits manques et une souffrance de l'absence de ma mère. Mais à la fois, je pense qu'elle a eu raison aussi de vivre, et je crois qu'ils ont eu raison de lui proposer ça, parce que moi, ça m'a donné aussi une autorisation, et je crois que c'est important de se donner des autorisations, bien de vivre de ce que j'aimais, vraiment. Et ça m'a donné un exemple de ne pas faire de concessions sur quand on doit faire en fait ce qu'on aime vraiment et ce pour quoi on est vraiment doué. Donc, du coup, voilà, donc effectivement, j'ai certains traumatismes de ça, mais j'ai aussi des très beaux cadeaux de ça. Et donc voilà, donc j'étais élevé dans la campagne toulousaine chez mes grands-parents, ma grand-mère qui était ma seconde maman, du coup mon grand-père, mes oncles, mes tantes, une très grande famille, avec toujours 10-15 personnes à table, une famille qui n'était pas entrepreneur. Alors mon grand-père avait monté une boîte de maçonnerie il y a bien longtemps, mais moi quand je l'ai connu, il était à la retraite, il gagnait pas beaucoup d'argent. Et parce que mon grand-père a toujours été très voilà, en tout cas très précautionné de son argent. Et il était ariégeois. Donc, ce qui est de base, a priori, est génétiquement, en fait, ça aide pour garder son argent. Donc voilà, donc du coup, non, il était, voilà, il était pas très riche, mais voilà, c'était quelqu'un qui, voilà, qui avait un rapport avec l'argent qui était très protectionniste, on va dire. Donc, c'était souvent, on n'a pas d'argent, on peut pas, on fait pas, tout ça. Et moi, ça a généré une espèce de frustration chez moi. Ma grand-mère, elle, m'a donné cette espèce de côté gentillesse, elle m'a fait hériter de sa bonté, et ma grand-mère était l'aimant qui faisait que tout le monde venait à la maison. Parce que tout le monde venait se confier à elle. Tout le monde voulait son écoute à ma grand-mère. C'était assez impressionnant. Elle était coach avant l'heure, j'ai l'impression. Tout le monde voulait son écoute, tout le monde voulait ses conseils. C'était quelqu'un de profondément bienveillant. Et elle avait son caractère aussi, elle avait un sacré caractère aussi, mais elle avait en fait un côté très très bienveillant et tout le monde voulait se confier à elle. Et donc moi je suis grandi dans cet univers en fait de frustration de pas avoir d'argent et à la fois cette espèce de côté humanité très fort, famille, groupe qui est très très là. Et donc ben voilà, j'ai évolué comme ça. J'avais une particularité aussi enfant, c'est que je suis d'ailleurs dyslexique, mais je ne l'ai appris qu'à 40 ans. 41 ans, je crois même. Donc voilà, et du coup, ce qui faisait qu'à l'époque, on détectait pas ce genre de choses, donc j'étais pas bon en fait à l'école. Donc j'ai développé une espèce de honte de pas être doué à l'école, d'espèce de croyance comme quoi j'étais bête ou pas intelligent, pas voilà, pas suffisant en fait en vrai. Je savais qu'au fond de moi j'avais quelque chose, mais les profs ben, me valorisaient pas par rapport à ça, au contraire même me dévalorisaient. Donc je pars en fait avec un capital estime de moi dû par le départ de ma maman, enfin le départ non, le métier de ma maman qui la pousse à ne jamais trop être avec moi ou pas souvent être avec moi en tout cas dans cet âge-là qui est assez critique et avec les professeurs qui te disent t'es nul et moi un encadrement pédagogique à l'école, enfin à la maison, qui fait que ben en fait en fait on te punit quand tu reçois le bulletin, mais t'es livré à toi-même. On t'aide pas à faire les devoirs, enfin tu vois, ou très peu, c'était très peu souvent qu'on m'aidait à faire les devoirs. Donc tu peux pas te mettre à table et travailler, t'as pas de calme, il y a pas ce genre de choses là en fait. Donc bon bref, tout ça pour te dire que ben voilà, je nais avec ce truc là et encore une fois, ça m'a aussi amené des très bonnes choses. Hein, donc j'ai les mauvais côtés comme les bons côtés. Voilà, c'est comme ça. Comment Et c'est donc passé de le mauvais, enfin, un élève qui se sent pas à l'aise à l'école, qui est un peu, comme tu le dis, honteux, etc. Parce que moi, j'ai connu cette honte. Hein. J'avais un professeur de français, il mettait des notes en dictée à moins 12. Je me dis, ouais, ouais, c'est ça. c'est fou, Sylvie n'écrit jamais Moi, rien. j'ai même eu le record. J'ai eu le record au collège de fautes. J'ai fait moins 35. Il notait en négatif. Moi aussi, moins 12. Et j'ai dit, c'est foutu. C'est foutu quand tu pars dans les moins 12. N'écris pas, ne fais. Voilà, surtout, j'étais bloquée par la honte d'écrire 3 mots, etc. Et même encore maintenant, parfois, je me dis, j'ai pas le droit d'écrire parce que sinon, je vais faire des fautes et on va se moquer de moi. Parce qu'il s'était vraiment moqué, hein. Il s'était moqué de tous les élèves.
et il nous donnait des notes vraiment, mais moi je pensais que ça s'arrêtait à zéro. Ouais, Déjà, c'est zéro, affreux. c'était bien 1 million. Alors, moins 12, moins 35, j'imagine. Et moins 35 en français. Et Ouais. tu crées ton entreprise, tu vas, qu'est-ce qui fait que rien ni personne ne pourra t'arrêter, comme dirait un de Écoute, nos confrères. je crois que c'est une série de déclics et de rencontres. Je vais pas te faire le truc de, d'Astérix et Obélix, mais moi, mon truc, c'est les rencontres. Mais c'est vrai, je crois que j'ai commencé, en fait, finalement, quand j'ai eu mon rendez-vous avec la vie, c'est-à-dire mon rendez-vous avec ma prof principale et mon conseiller d'orientation, eh bien, tu sais, c'est les rendez-vous avec ta vie où t'as rien à dire du tout, tu vois. Donc, Voilà. t'arrives, en fait, et puis on te dit, par rapport à tes notes, tu dois faire ça. Et puis, une de mes profs, en fait, Madame Dutard, qui me dit, je pense que tu voudrais être commercial. Et elle m'a un peu encouragé dans cette voie-là. Et j'avais une orientation, sauf que bon, ben moi j'avais évidemment plein de paradigmes autour du commerce, autour de l'argent, autour de tout ça. Fait que quand j'ai commencé ma carrière, ça n'a pas forcément bien fonctionné au début. Vous allez vous dire, mais quand est-ce que ça marche à un moment donné quand même? Mais voilà, c'est ça. Et puis ça n'a pas vraiment bien fonctionné, c'était compliqué. Après, j'ai eu un accident de vie. Enfin, au moment où ça commence à monter pour moi, et si vous lisez mon livre, vous verrez en fait, au bout d'un moment, ça commence un peu à monter pour moi. Et puis, je me rends compte que finalement, enfin, je me rends compte. Ça commence à monter pour moi. Je me rends compte que je peux être commercial parce que j'ai enfin, en fait, une personne qui me dit, mais être commercial, c'est aider les autres. En fait, il réaligne mes paradigmes et on va dire les croyances que j'avais autour du commerce en tâche de fond, qui m'empêchaient d'être un bon commercial parce que j'avais tout. J'étais un bon communicant. J'avais beaucoup de choses pour moi finalement. Mais j'avais quand même au fond de moi un conflit de valeurs. Commercial égale voleur. Et là, je tombe sur un gars qui m'enseigne, qui me dit, mais non. Il me dit qu'un commercial, c'est au contraire quelqu'un qui aide notre humain à prendre des décisions intelligentes. Ton boulot, c'est pas de vendre. Ton boulot, c'est de donner envie d'acheter. Ton boulot, c'est pas de forcer les gens. Je me dis, wow, putain, lui, il a une vision que j'adore, quoi. Et ce mec-là me forme. Et malheureusement, en fait, ma petite amie a un accident de voiture à ce moment-là, qui me, moi, m'amène en fait dans le handicap puisque elle devient tétraplégique. Donc là, Et tu connais le vrai trauma. Le sujet que j'aborde souvent, c'est les traumas et le stress post-traumatique qui font qu'on va je devenir crois, des ouais. résilients derrière. Tu connais dans ta vie très tôt un gros trauma de vie, ton Ouais, amoureux. 25 ans, ouais. Ouais, Quand tu es jeune, ton ouais, j'ai amoureux. 25 Tu ans. as quel âge à cette époque-là quand tu es 25 ans. J'ai tu as 25 ans. Enfin, 25 ans? j'ai Tout 24 est ans. En fait, et je me rappelle que je fais 25 ans aux soins intensifs. Et je me rappelle, j'ai 25 ans aux soins intensifs et je suis avec les... Parce que tu sais, moi j'ai un truc où je fais rire les gens beaucoup. Et je m'étais dit, en fait, ma petite amie, elle avait une trachéotomie. En fait, elle avait donc en fait un oui, espèce de oui. trou dans la gorge pour pouvoir respirer. Et elle avait un respirateur artificiel. Et en fait, je me rappelle, en fait, elle était donc assise. Elle pouvait absolument rien bouger parce que elle était comme ça. Et puis je me rappelle, en fait, le jour de mon anniversaire, j'étais allé à Auchan et j'avais trouvé un petit cadeau, une petite souris qui Oui. chantait I Think I Love You. Ça fait I think I love you. Nana. Et la souris, elle bougeait comme ça. Elle avait une petite bras en fait qui bougeait. Elle bougeait dans le rythme. Et j'avais payé ça 17 euros à l'époque. Et c'était beaucoup pour moi. Je veux dire que c'était beaucoup. Et je me rappelle, le jour de mon anniversaire, je l'avais mis en route. Et je l'avais fait sortir de la porte, en fait, pour la faire sourire, en fait. Et en fait, je suis arrivé, en fait, j'ai posé la souris, j'ai fait la chorégraphie de la souris en même temps qu'elle le jour de mon anniversaire. Et je me rappelle que ça avait été une grande source de joie et de rire, en fait, dans ce moment qui était dramatique. Là, donc, tu vois, c'est ce souvenir-là que j'ai jamais trop raconté qui me revient là. Sur mes 25 ans, tu me demandes quel âge j'avais. J'avais 24 ans et demi, j'ai fait 25 ans en soins intensifs, je me rappelle. Et je me rappelle qu'elle elle était toute sourire. En fait, c'est comme si pendant un instant, elle avait oublié le handicap et la dureté de la situation. Et c'était, en tout cas, c'était un beau moment malgré la Oui, oui. situation. Tu es au milieu d'équipes de soignants. Quand tu arrives, Ouais. cette épreuve de vie, tu te retrouves au milieu d'équipes médicales, paramédicales. C'est un univers que tu ne connais pas du tout. Et pourtant, tu vas décider, toi, de garder une joie à toute épreuve, que rien va pouvoir casser ta joie. Ouais, c'est ça. Et comment tu fais pour garder, parce que là, c'est l'horreur.
Enfin, tu connais ces milieux Ouais, ouais, objectivement, ouais, d'animation ouais, c'est l'horreur. où Ouais, 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 franchement, oui. bruit de Bah, machine, écoute, c'est glauque, ouais. c'est froid. Ouais, 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 c'était dur, ouais. Je me rappelle même que son frère, quand il est venu la voir, en fait, la première fois, donc là, elle était vraiment, alors en fait, t'as les soins intensifs et t'as avant un autre truc encore La plus, réa, la réanimation. surveillé. Oui, je crois que ça devait être la Réa ou un truc comme ça où c'était vraiment là, il y avait des machines partout, c'était très très impressionnant et tout ça. Et en fait, je me rappelle, j'y suis allé, bon moi j'allais souvent la voir. Son frère vient la voir pour la première fois et il la voit toute branchée partout tout ça. Et je me rappelle, il est tombé dans les pommes en fait. En fait, il était sur son lit, il lui parlait. Moi j'étais en face et je le vois au bout d'un moment, en fait, il est tombé dans les pommes tellement ça l'a choqué en fait. Ben, Mhm. c'était une drôle de période. Et donc, c'est à cette période-là que tu vas commencer à te tourner vers le développement personnel. Je, non, non, je m'étais tourné un peu avant. J'avais un de mes amis, Richard Sanchez, qui m'avait tendu plusieurs livres, qui m'avait beaucoup aidé, dont Réfléchissez, devenez riche oui, de Napoleon Hill, dont un livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. oui, Et j'avais appris à 20 ans. Je me suis dit, c'est dingue, il y a des livres qui existent, qui te permettent d'en savoir plus sur la vie en oui, fait finalement et sur tout ça et j'avais trouvé ça assez hallucinant et donc je m'y intéressais quand même beaucoup quand même mais on avait moins accès à internet que maintenant donc c'est quand même beaucoup moins que maintenant mais c'est oui je commence à découvrir en tout cas à ce moment-là un peu le développement je commence à découvrir le livre Le Secret le film tout ça donc non oui, la loi c'était de une belle l'attraction. ouais l'attraction absolument ouais c'est ça donc c'était un beau ouais c'était ça et donc moi je découvre ça à 25 ans ouais je suis un peu sensibilisé mais voilà c'est ça Et toi, dans ces univers de ton parcours professionnel, comment ça se passe quand tu as ta conjointe quand tout bascule en fait, là où tu dois construire, bah, avancer à deux. j'arrête en fait. Ouais, ouais, moi j'arrête de bosser. En fait, je me dis que je dois aller la voir tous les jours et puis je me dis, bah, il faut que je trouve un job qui soit pas gourmand trop en temps et qui me permette d'aller la voir tous les samedis. Et du coup, je me fais embaucher dans une petite boîte d'informatique qui me permet en fait de faire les allers-retours. Oui, Et je me rappelle que même l'embauche, elle est folle parce qu'ils embauchaient pas. Et en fait, je les contrains en fait finalement à m'embaucher. Je les contrains par ma comment dire ma pugnacité je suis tellement un lâche rien oui, que du coup ils se disent mais incroyable ce mec il est fou lui ils disent c'est un fou furieux quoi et tout ce que j'ai souvent tout ce que j'ai eu je l'ai eu à la force du poignet c'est alors peut-être que j'ai développé une croyance comme ça que les choses pourraient être plus fluides pour moi mais je crois que j'ai en tout cas ma vie, en tout cas le chemin de ma vie, j'ai l'impression il est fait de je dois me battre pour avoir ce que j'ai. Il y en a certains c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Moi, j'ai un chemin de vie qui est, j'ai l'impression, qui est très axé sur tu dois te battre pour avoir ce que tu as. Et donc du coup, à choisir de me battre, j'ai choisi de me battre avec enthousiasme parce que parce que c'est comme ça. C'est Churchill, je crois, qui parle d'enthousiasme. En fait, il dit tu sais, si tu te bats, au moins sois enthousiaste. Je sais pas, il y a une citation en tout cas de Churchill qui parle en fait, ne perds pas ton enthousiasme. Quoi, tu vois, quand tu te bats en fait, et à tout moment, je crois que toutes les épreuves de ma vie, y compris les épreuves d'aujourd'hui que je traverse, sont toujours en fait là. Tu vois, je me dis toujours en fait, bon ben ok, il faut se remonter les manches et on y va. Et à chaque fois, je me dis ok, j'ai jamais refusé un défi. J'ai jamais refusé un défi, j'ai jamais fui devant la difficulté, j'ai pu me sentir découragé. Par contre, j'ai pu me sentir découragé à plusieurs reprises, mais je me suis à chaque fois repris. Chaque fois, je me suis dit non, là, on y va, on continue, on fonce. ne On- jamais refuser un défi. Alors là, c'est tu vas passer, donc tu vas être salarié, pas loin de ta conjointe pour pouvoir aller la voir. Et qu'est-ce qui fait que un jour tu deviens directeur de Neurobusiness Ben, en School? fait, je suis quelqu'un en fait qui, dans la vente, qui est mon milieu quelque part, parce que je suis un vendeur en fait finalement. Je suis pas quelqu'un qui suis spécialement intéressé par l'argent. En tout cas, j'aime l'argent, je trouve ça très cool, ça me permet de payer des trucs très chouettes, et ça me va très bien, tu vois, d'avoir une belle bibliothèque, d'avoir un bel endroit, d'avoir un bureau, d'avoir une jolie maison, une jolie voiture. C'est cool, hein. J'aime beaucoup ça, mais au fond, je crois que c'est pas ce qui me motive le plus. Ce qui me motivait le plus, c'était satisfaire finalement mes clients, les satisfaire. Juste, je Rendre crois les que c'était autres ça qui heureux? me qui me Rendre les les autres satisfaisait. heureux? Pardon?
Rendre les autres heureux, leur Ouais, donner ouais, du oui, je plaisir. crois que oui, rendre les gens heureux, c'est un petit peu, tu sais, dans les archétypes, en fait, j'ai l'archétype l'archétype du magicien. Moi, donc, ouais, je pense que rendre les autres heureux, c'est quelque chose qui vient me chercher très fort. Et donc, dans le métier de commercial, comment est-ce que je peux faire exister le fait de rendre heureux les gens? Eh bien, c'était de les faire sourire. C'était de leur apporter le meilleur service que je pouvais. J'ai pas toujours réussi à le faire, mais c'était ça en fait, en tout cas que je faisais. Et ça a été cette amorce-là qui a fait que à chaque fois que je décrochais mon téléphone pour appeler un client, je me disais comment est-ce que je peux le rendre plus heureux, donc je le faisais sourire. Je les faisais sourire, je leur amenais quelque chose de cool, quoi, en fait, dans leur vie. Et ça m'a amené, en fait, comme je le faisais très souvent, ça m'a amené à faire beaucoup de chiffres d'affaires parce que, bah, du coup, je me disais comment est-ce que je peux le faire pour les rendre un peu plus heureux. Comment est-ce que je peux les faire kiffer davantage? Comment est-ce que je peux leur donner de l'espoir? Comment est-ce que je peux les amener en fait à égayer leur journée? Et c'était cool. C'est ça le secret, en fait. Ah ouais, un de mes C'est secrets, ça doit être ça. Ouais, je trouve que c'est super bien vu, Sylvie. Je crois que oui, c'est ça. ça le secret de voir Et c'est une petite étincelle dans les yeux des gens qu'on rencontre, les rendre, ouais, leur faire un petit sourire, même quand ouais. c'est difficile. Moi, je m'en rends compte quand Pardon. je suis en service de radiothérapie, en traitement de cancer. Hein, j'ai des vacations 2 jours par semaine en traitement de cancer. Et mon intention à chaque fois, c'est qu'ils partent de la salle de traitement avec un petit sourire. On va parler Ouais, de choses complètement différentes de la maladie. On va parler de formation, on va parler de leur métier, on va parler de leurs enfants, on va parler de leur famille, on va parler bien sûr. de n'importe quoi, même des chaussures. Pour nous, les femmes, on aime les chaussures. Mhm. Et, et je pense que ça, c'est important dans les traitements, dans l'avancée, dans le travail, dans ton métier. Ce qui a fait ta réussite, c'est ça. C'est quelque part pas une récompense en argent, c'est une récompense en... Ouais, en fait, je crois que c'est ça. Et puis c'est de la récompense aussi parce que bon, en fait, ce qui se passe après, donc bah du coup, je fais cette expérience-là. Puis Oui, du coup, comme je suis un super bon commercial et qu'avec très peu de moyens, j'arrive à avoir beaucoup de résultats. oui, Parce qu'en fait, comme je suis un jeune commercial, en fait, on me met au comptoir. Et quand tu es oui, au comptoir, tu fais jamais des grosses ventes. Ceux qui étaient au bureau, dans les bureaux, qui faisaient des grosses configurations d'ordinateurs, c'est tout. Eux, ils avaient les meilleurs salaires normalement. Sauf que moi, je suis au comptoir, en fait, et j'explose tous les compteurs. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un vient de me voir, je lui donne le sourire, je me marre, je déconne, tac, 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 tac. Donc, du coup, je suis très détente, en fait, en réalité. Et donc, du coup, ça fait que quelqu'un me repère, qui est quelqu'un que je connais, qui vient me voir, en fait, au bureau, qui me voit faire et qui travaille dans le recrutement. Et elle me dit, mais toi, t'es un grand malade, en fait. Donc, en fait, je vais te présenter à mes clients. Elle me prépare à certains de ses clients. Et les clients, en fait, ça match avec eux. Ils m'adorent. Ils me trouvent génial. Et hop, ils m'amènent en fait petit à petit à devenir, ben voilà quoi, à gravir les échelons en fait finalement, jusqu'au jour où en fait on m'appelle parce que j'appelle en fait une cliente, évidemment je la fais rire. Cette cliente est présidente d'une grosse société de trade marketing et elle me dit, elle a pas d'études non plus, mais ça je ne le sais pas. Elle est aussi dyslexique, je crois aussi, mais je ne le sais pas. Et en fait, elle me dit, elle me dit, je veux vous voir, je veux que vous travaillez, enfin, je veux qu'on travaille ensemble, quoi. Et du coup, on se met à travailler ensemble, donc en prestataire, c'est-à-dire que moi, je suis dans mon entreprise et elle est là. Et il se trouve que ça se passe pas bien. En fait, c'est-à-dire que le contrat que j'ai signé avec elle ne se passe pas bien, les choses se passent pas bien en production, et donc du coup, bah, fatalement, moi je deviens, à boulet rouge en fait, elle me tire dessus, elle me dit venez me voir, c'est tout, donc je vais la voir, et en fait, ma manière de gérer l'insatisfaction, ma manière de gérer tout ça, en fait, je vois de l'humanité, elle me dit mais on va arrêter de travailler ensemble dans cette entreprise-là, mais par contre un jour vous travaillerez pour moi parce que je trouve que vous êtes top. Enfin, tu vois, tu sais, et puis je pensais pas partir avec ce cadeau-là, hein, en y allant, parce que j'assume, parce que je suis quelqu'un qui recule pas devant la difficulté. Donc en fait, j'aurais pu planter le rendez-vous et dire bon, on a perdu le client et terminé. Mais en fait, finalement, je décide de rester, d'affronter, en fait, finalement. Sur pareil, enfin, tu sais, j'affronte oui, toujours, oui. quoi. Et en fait, elle me dit non, genre vous allez travailler pour moi. Et puis quelques temps après, son mari m'appelle. Il était directeur commercial et il me dit je veux que tu viennes travailler avec nous. Et puis du coup, je veux que tu me remplaces. Il me dit. Et je lui dis écoute, je sais pas si je suis capable de faire ça. Il me dit mais on va t'accompagner, t'es pas seul. Et du coup, voilà, il m'a accompagné là-dedans. Il était, enfin tu vois, il a été top quoi.
Mhm. Il a été top, il m'a formé. C'est un de mes voisins d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Et toi, Et tu deviens chef, voilà qui tourne. Toi, tu deviens chef d'entreprise. À quel moment, à quel âge tu deviens ton chef d'entreprise, ton... je deviens. Alors, il y a eu plusieurs phases en fait, parce que j'ai eu une phase avant en fait où j'avais monté ma boîte avec mon père et ça a pas bien fonctionné pour moi. Et du coup, c'est mon père qui a repris la boîte et qui l'a gardée jusqu'à sa retraite. Voilà, donc c'est ça. J'avais 22 ans, 21 ans à peu près dans ces eaux-là. C'est une première, on va dire, tentative qui n'a Oui. pas réussi pour moi parce que en réalité, si je suis honnête avec moi-même, j'ai voulu être patron parce que je voulais pas me confronter au monde du travail parce que j'avais peur qu'on me refuse. J'avais peur qu'on me dise non. Donc du coup, c'était un peu ça en fait. Je pense qu'il se cachait en sous-jacent, mais j'avais pas l'expérience et la maturité pour. Donc évidemment, ça a craché. Enfin, ça a craché pour moi, mais pas pour mon père, hein, donc tant mieux. Et après. Euh, ce qui a motivé en tout cas le fait que je devienne entrepreneur, c'est que j'étais directeur commercial, là, tout marchait bien pour moi, tout fonctionnait bien pour moi en apparence, mais j'étais pas heureux dans ce que je faisais parce que je travaillais pas forcément avec des gens que j'aimais particulièrement, pas mes collègues et quoique, tu vois, mais il y avait que peu de gens avec qui je m'entendais bien surtout avec la présidente, beaucoup avec deux trois collègues, mais après il y avait un truc qui me plaisait pas, mes clients je travaillais pour Microsoft, Toshiba, Intel, et c'était des gens brillants, hein, je dis pas, mais ça me dérangeait d'avoir tout le temps affaire à leur fonction. On était dans une atmosphère très, très performance, travail, et jamais humaine, en fait. Il y avait jamais ce côté humain, en fait, et ça me dérangeait, en fait. C'est des fous, en fait, dans ces boîtes-là, en fait. Enfin, il y a des trucs, L'Oréal, ça, c'est des boîtes où, tu sais, si, ils sont, enfin, ils perdent la notion des choses et de la vie et de tout ça. Ils en deviennent arrogants pour certains. Encore une fois, pas pour tout le monde, mais pour certains. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'ai été le témoin de choses Ça te plaisait qui plus. me, qui me, qui me, qui me lassaient. En tout cas, ça me lassait en fait, et j'avais besoin de plus d'humains, j'avais besoin de tout ça, de reconnecter. Et je me voulais me lancer dans le coaching parce que je m'étais formé. Moi, j'utilisais ces techniques-là ce qui fait que ça fonctionnait très bien. Je coachais mes commerciaux, je coachais mes chefs des ventes, je coachais mes équipes d'ADV, tout ça et tout. C'est des gens vraiment que je les aidais en fait. Et je sais que j'avais cette aura-là de coach en fait. Et cette aura de... Et puis un jour, en fait, la vie a choisi pour moi. Hein, je me suis cassé la jambe. J'ai été obligé de faire un vrai stop, de m'arrêter, de Mhm. plus travailler. Je pouvais plus aller au travail, je pouvais plus aller en voiture au travail. Ma petite amie était en fauteuil roulant, enfin, je pouvais pas faire ça en fait. Donc c'était et donc j'ai fait un arrêt de maladie de 4 mois, 3-4 mois en fait. Et pendant ces 3-4 mois, je me suis ennuyé au début et j'ai été obligé en fait de me rendre compte que j'avais j'avais envie de j'avais envie en fait de monter ma boîte. En fait, c'était ça. Mais je savais pas dans quoi. Et je me suis posé trois grandes questions à laquelle j'ai pris du temps en fait, mais je me suis posé trois grandes questions. C'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui me rend unique. Et là, en fait, en travaillant ces trois questions, en fait, j'ai connecté les ponts. Je savais que c'était plus ce que je voulais faire, directeur commercial. Je savais que j'avais envie d'aider les autres. Je sais que envie de faire un métier qui était lié au rapport à l'aide. J'avais envie d'être sur scène aussi. C'était quelque chose d'important pour moi. Toutes ces questions m'ont amené à un gros questionnement. J'ai même un exercice dans l'NBS que tu as fait, le MCU, qui m'a beaucoup aidé en fait à ça. Et du coup, en faisant cet exercice-là, qui est beaucoup plus complet évidemment, parce que c'est tout un processus, ça m'a aidé en fait à me dire mais waouh, en fait je veux faire ça. Et là j'ai démissionné. Oui. Et non, je vais pas vraiment démissionné. Ils m'ont aidé en fait, comme la présidente m'aimait beaucoup et qu'on est resté amis. En fait, elle m'a aidé à partir avec une rupture conventionnelle. Et elle m'a dit on va t'aider. T'es quelqu'un. Elle m'a même donné une prime de 10 000 euros, je crois, en partant, ce qu'elle était absolument pas obligée de faire. Donc ça a été vraiment, ça s'est très très bien terminé. J'ai continué quand même à partager avec elle. J'ai continué à lui chercher du business. Enfin, j'ai continué à être très très cool avec elle. Et voilà. Et du coup après elle m'a dit elle me dit enfin voilà, moi j'ai monté ma boîte, j'ai cherché, je me suis formé, j'ai tâtonné, et puis jusqu'au jour où en fait j'ai compris qu'est-ce que c'était le marketing sur le web, tout ça, et j'ai commencé à me vendre sur internet, et j'ai fait un très gros succès avec la Neuro Business School, qui s'appelle maintenant la Network Business School, et donc du coup j'ai fait 700 000 euros la première année. Après ça a été fou en fait l'enchaînement heureux, on va dire qu'il y a eu. Et donc voilà. Et après j'ai monté mon centre de formation en vente, la Neuro Business School, donc qui aide les porteurs de projets en business. Après j'ai monté
un programme sur la connaissance de soi. Après, j'ai monté un programme sur le réseautage. Et puis, bon, tous ces programmes-là, ça a étoffé mon catalogue de centres de formation. Puis voilà, quoi. J'ai 7000 élèves, je crois, maintenant. Donc, c'est quand même assez fou. Oui. Enfin, en tout cas, pour moi, à mon niveau, je trouve ça dingue. Et Et dans quelle la a NBS, été la on est plus... 2500. Comment? Pardon? J'ai pas compris. Et dans la NBS, on est 2500, je disais. Quelle a été la plus grosse difficulté, toi, en tant que chef d'entreprise? Ta plus grosse difficulté ou tes plus grosses difficultés, Wow, il y en a tu eu voudrais tellement, il y en a eu partager? tellement. Mais à la fois, c'était les difficultés et à la fois qui m'ont beaucoup appris, hein. C'est dur de gérer par moment la baisse de performance. C'est dur de gérer par moment aussi l'idée de déléguer. Aussi, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi, apprendre à déléguer. Maintenant, c'est plus un problème. Mais ça a été un vrai souci pour moi entre la surdélégation, sur quoi tu dois avoir un œil, sur quoi tu fais confiance, sur quoi c'est des choses qui ont été difficiles pour moi. Devoir me séparer des gens Mhm. aussi quand ça n'allait pas. Et devoir me séparer des gens quand ça va pas, c'est quelque chose de compliqué. Devoir me séparer des gens aussi quand ça va pas, mais d'un point de vue pas avec la personne, mais d'un point de vue financier. Parce que il y a un problème financier, c'est une des choses très difficiles parce que tu es responsable de salaire, tu es responsable du rêve des gens, tu es responsable de tout ça. Donc ça, ça a été très dur pour moi, en tout cas, à gérer. C'est quelque chose de difficile à gérer. Il y a quoi de difficile? Mais après, il y a tellement de choses cool aussi, hein, donc tu sais, c'est chouette aussi. Après, non, en gros, c'est ça. Je crois que je t'ai à peu près tout dit. Je pense, tu vois, les plus grosses difficultés, c'est ça. C'est quand tu dois embaucher des gens et bien le faire. Mais ça, c'était pas trop le souci. Mais déléguer, apprendre à déléguer, c'était dur. Apprendre à te séparer des gens, ça c'est dur, que ce soit pour des raisons financières parce que tu peux plus payer, ou que tu peux, ou que machin, ça c'est tellement dur ça. Ou alors parce que il y a un problème, tu t'es trompé dans le profil et que tu dois te séparer de quelqu'un qui est une belle personne, te séparer sans la détruire. Te séparer, c'est quelque chose de très, un exercice qui est difficile, mais qui par moment est nécessaire. Voilà. Tu te sépares Et, aussi professionnellement, mais aussi personnellement dans ton histoire de vie. Comment tu retrouves l'amour là? Tu vas être papa, t'as des, comme je le dis la dernière fois, il y a des petits pieds qui poussent et la joie, etc. Pourtant, tu traverses humainement en tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise, mais homme aussi dans ta vie personnelle, le départ de ta conjointe, d'une autre conjointe, et là aujourd'hui, parce que je rencontre beaucoup de personnes que je coach qui sont chefs d'entreprise, qui tout s'effondre, divorce, etc. Tout s'effondre et disent mais non, mais on va pas, non, on va jeter l'éponge là, c'est plus possible. Je dis mais non, 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 lâche pas, parce que derrière il y a non, bah, non, et tu sais, je veux dire, hein, je pense qu'on a la vie qu'on mérite, on a la vie qu'on a choisie, on a la vie avec les épreuves qu'on est capable d'accepter et de prendre. Plus on vit d'épreuves, plus on s'endurcit, plus on grandit. Euh, plus on suit d'épreuves et plus finalement on gagne en compétences, on gagne en expérience, tout ça. Donc non, moi je crois que il y a des fois où je me dis putain qu'est-ce que je fous là, putain mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, putain mais tu sais des fois tu te dis putain mais qu'est-ce que t'as été con de prendre ce défi-là, mais c'est pas pour ça qu'on va se débiner et que voilà, moi je suis pas quelqu'un qui se débine. Donc en fait on continue, ok c'est dur mais on se bat jusqu'au bout. Tu t'engages, tu t'es engagé, tu vas jusqu'au bout du truc. En fait c'est hyper important en fait l'engagement. Pour moi en tout cas dans mes valeurs, hein, dans les valeurs que je transmets. Hein. Comment tu Mes as remis valeurs. de la joie, de l'amour dans ta vie, en sachant qu'il y avait beaucoup de choses difficiles, Je crois la que créativité. je crois que je serais mort sans ça. Je peux pas en fait ne pas mettre. Je crois que c'est une nature. C'est-à-dire que je peux pas en fait ne pas mettre de la joie dans ma vie. En fait, c'est pas possible. En fait, c'est vital pour moi. Donc en fait, peu importe la situation, il y a toujours moyen de trouver de la joie. Il y a un film chaque fois qui me qui m'émeut toujours aux larmes. C'est La vie est belle de Roberto Benigni. Où dans la situation la plus Affreuse. dramatique, la plus affreuse qui puisse arriver dans un camp de concentration, euh, dans cette situation-là, euh, on se rend compte que cet homme-là arrive à mettre de la joie, arrive à mettre de l'enthousiasme, et même dans ces derniers instants. Et je trouve que c'est tellement impressionnant ce cadeau en fait qu'il fait à son fils et ce cadeau qu'il se fait à lui-même aussi. Je crois que et qu'il fait aux autres. En fait, je crois que la joie, la joie, la gentillesse, l'amour, c'est tellement
puissant. Sans être un béni oui-oui, encore une fois, en fait, c'est pas ça l'idée. C'est juste, qu'est-ce que tu préfères mettre dans ta vie, en fait? Est-ce que tu veux un monde sans gentillesse? Est-ce que tu veux un monde sans joie? Est-ce que tu veux un monde sans... Moi, non. En tout cas, il y en a peut-être que oui, hein, peut-être que ça leur va, et tant mieux, grand bien leur face. Mais moi, en tout cas, je ne souscris pas à cette idée du monde, et c'est pas ma vision du monde. Moi, ma vision du monde et ma vision de la vie, c'est de la joie, en fait. C'est important pour moi, la joie. Ça fait partie de mes valeurs, en fait. C'est toujours, comment est-ce qu'on peut se démerder pour mettre de la joie dans tous les instants que l'on vit? Comment Et rallumer oui, le feu, etc. Garder cette étincelle de vie qui fait que... ouais, je crois. Après, tu vois, j'ai des petits 7 ans et 10 ans, donc évidemment, fatalement, bah, il y a des moments, tu lèves la voix, il y a des moments, tu pètes un plomb, t'as envie de les crever. Enfin, je veux dire, évidemment, qu'il y a tout ça. Et à la fois, il y a toujours quand même un truc qui te dit, attends, est-ce que dans ce qui vient de se passer, on peut pas, tu vois, ramener un peu de ça? C'est pour ça que, moi, je sais que, par exemple, quand j'ai un truc relationnel avec les enfants, que tout ça et tout, je me débrouille toujours pour, me débrouiller pour me débriefer et comment est-ce qu'on peut réparer ce qui a été cassé, comment est-ce qu'on peut réparer la relation. Je pense qu'on peut pas vivre une vie sans blesser les autres. On peut pas vivre une vie sans être blessé. Par contre, on peut s'évertuer en tout cas à essayer de réparer. Et je crois que la joie, la gentillesse, l'honnêteté, la sincérité, je crois que ce sont des choses qui sont importantes en fait. Tout à l'heure, j'ouvrais ton livre au hasard. Au hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Et il y avait les 5 piliers des gentils qui réussissent. Et tu nommes at the game la gratitude pour G, l'acceptation, M la motivation, E l'éthique et R la responsabilité. Et là, tous nommés au cours de cette interview. C'est dingue parce que tu vois quand on a trouvé cet acronyme là, en fait, ça correspond beaucoup à mes valeurs en fait. Hein. C'est vrai. Et il y a surtout dans ce livre, juste avant, quelque chose que tu nous... Alors, on ne le voit pas à l'écran, mais une citation de Ralph Waldo Emerson. Alors, Ouais, tellement. est-ce que je peux la lire? Bien sûr, ouais, bien sûr, tu peux. Je sais même plus. Je pense que je dois même presque la connaître par cœur, mais oui, vas-y, vas-y. Relisez, alors, dans le livre, tu écris, relisez attentivement la citation de Ralph Waldo Emerson, présentée au début de cet ouvrage, et il est résumé ici en dessous, et je vais vous le lire. Rire souvent et sans restriction. S'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés. Apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès, savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé dans ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Ah, moi, je l'adore, celle-ci. Elle est tellement, il y a tellement pour moi tout dedans. Rire souvent et sans restriction. Je passer une journée sans rire, est-ce que c'est une journée réussie? Je sais pas. Mais en tout cas, plus je passe des journées à rire et plus je suis heureux. Enfin, en tout cas, plus moi, ça apporte mon bonheur, c'est certain. Après, s'attirer le respect des gens intelligents, c'est ça la deuxième, je crois. Oui. S'attirer le respect des gens intelligents. L'affection des enfants. Et l'affection des enfants, et j'aurais pu rajouter et des animaux. Et cette phrase-là, elle est très intéressante parce qu'en fait, je trouve ça intéressant de comprendre que quand on admire quelqu'un, parce que moi c'est comme ça que je la lis, on a le droit aussi d'être admiré par cette même personne. Et parce que on est aussi digne d'être de cette personne. Et en fait, c'est important en fait de se sentir digne des gens qu'on admire. Et je trouve que c'est très intéressant. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu avec David, le François, avec François Lemay, avec Martin Latulippe, des gens brillantissimes que j'ai avant tout admirés, avant qu'ils deviennent mes amis. Et souvent, j'admire tous mes amis. Mes amis, je prends l'exemple de Toufik, qui est un de mes frères, qui est producteur de musique. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Pascal, qui est un entrepreneur. Oui, Pascal Rocacher, absolument. Pascal aussi, je l'admire énormément. Il a un talent de stand-upper hors du commun. Il est, enfin, je veux dire, c'est un génie dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, dans sa vision du monde. Moi, il m'apprend tous les jours, cet homme. Qu'est-ce que je l'aime. Et ben, c'est ça en fait. C'est quelqu'un que j'admire,
que je pourrais admirer et qui à la fois est devenu aussi mon ami et qui a une certaine admiration pour moi aussi. C'est ce que m'a toujours dit David, le François ou Martin ou François ou d'autres personnes que je côtoie ou Chloé Bloom qui est mon amie que j'aime énormément aussi. Ouais, tu vois, c'est des gens que j'adore en fait. Nicolas Rimbaud que je relisais, qui est passé Nico. avec la NBS. Le Toulousain, comment il s'appelle, qui nous a dit en conférence, mais putain, c'est un point, putain con, c'est un point virgule. Ah, c'est Michel Lestrade. Michel. Pareil, Michel, c'est un frère, c'est vraiment un ami, je l'aime énormément, c'est tellement... Voilà, quand je suis descendue à Toulouse, moi, j'étais contente d'avoir entendu tous ces conférenciers Mais oui. qui m'avaient enseigné, qui m'ont enseigné. Mais oui, Et encore. mais oui, et tu vois, et quand je me rends compte, tu vois, de tous ces gens-là que j'aime énormément, que je me dis, ces gens-là, mon Dieu, qu'est-ce que j'apprends avec eux, et mon Dieu, qu'est-ce que eux apprennent avec moi aussi, parce que ce qu'ils me disent, mais c'est pas à moi de dire ce que je leur apporte, tu vois. Qu'est-ce qu'ils m'apportent, tu vois, donc, et le fait de s'autoriser, c'est incroyable. Après, tu vois, la deuxième partie de la phrase, elle est intéressante aussi, tu vois, c'est s'attirer, en tout cas, le respect des gens intelligents, tu vois, c'est s'attirer les gens dont je suis digne, pour moi, ça, on voit ça. Et après, c'est la deuxième partie, c'est, et l'affection des enfants ou des animaux. Moi, j'aurais rajouté ce truc-là, mais c'est pas vraiment le père de cette phrase et de ce beau texte. Je crois que les enfants et les animaux, ils ont cette espèce de sixième sens à connecter avec les gens qui sont connectés à leur enfant intérieur. Et je crois que quand tu es connecté à ton enfant intérieur, aussi, même s'il a chargé, même si il est blessé, même si vraiment le mien est très blessé, il a été très blessé, maintenant je le protège beaucoup, mais je crois que c'est quelque chose qui peut énormément aider aussi, quoi. Tu vois, ça aide énormément, en fait, d'être connecté, et je crois que les animaux le sentent, et quand on se connecte à lui, naturellement, c'est plus simple. C'est plus simple, je trouve. Et après, il y a le reste des phrases. Je vous inviterai à méditer dessus. Critique, ça, c'est vrai qu'on reçoit de la critique quand on fait quelque chose. Toi, tu dis une phrase aussi qui me revient. C'est soyez toujours TDA, toujours différent des autres. Soyez toujours TDA, toujours différent des autres. Ça m'a marqué parce que parfois, quand on est différent des autres et qu'on fait quelque chose d'un peu différent, on s'attire les foudres et de la critique. Pourquoi elle a besoin de faire ça? Pourquoi elle a encore, pourquoi il ou elle, hein? Et souvent, je me rappelle la phrase que tu dis, soyez toujours différent des autres. Et avancer, et avancer. Et c'est vrai que c'est important. Mais vraiment. Vraiment, c'est vrai que c'est une phrase qui me touche particulièrement parce que je suis TDA aussi, donc TDAH. Donc du coup, le côté TDAH et dyslexique qu'on m'a détecté après plus tard, en fait, tu vois, le fait d'avoir cette abréviation qui en fait quelque chose de très positif en soi, toujours différent des autres, distingué. En fait, un TDAH aussi, il est différent des autres et c'est ok. Mais tu vois, ça m'a aidé. C'est aussi un super pouvoir en fait, le TDAH et le TDR en général même. Le côté toujours différent des autres et trouble de l'attention. Mais voilà, en tout cas, il y a ça effectivement. Et ouais, donc tu vois, et pareil, tu vois, tu peux comprendre cette phrase-là en fait sur le côté feedback, accepte le feedback. Oui. Accepte ça. Et il y a une autre phrase qui m'intéresse aussi dans cette phrase-là, en tout cas une autre punchline que je trouve intéressante, c'est accepte le feedback déjà et crois en tout le monde mais ne compte sur personne. C'est-à-dire que si tu crois en tout le monde mais que tu comptes sur personne, finalement, ça te permet de pas être déçu et te fermer au monde. Parce que souvent, en fait, quand on est déçu des autres, on se ferme pas de ces gens-là, on généralise et on se ferme au monde. Et je trouve que c'est toujours un peu dommage de se fermer au monde parce qu'on a eu une ou deux expériences malheureuses avec des humains qui méritaient peut-être pas votre confiance. Je crois que c'est pas parce que votre confiance vous l'avez pas eu comme en tout cas, c'est pas parce qu'on a abusé un jour de votre confiance qu'il faut devenir con et continuer en fait voilà, mais il faut en fait devenir plus habile à donner sa confiance aux bonnes personnes. Et je crois que, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et je me disais, peut-être que je peux même peut-être te passer une vidéo qui est très touchante là-dessus, que moi, j'avais à l'époque redécouvert et que je trouve profondément touchante, justement, sur cette logique de confiance. Et je crois que je l'ai... Oh, ça a changé les noms, mais attends, je vais peut-être pouvoir te le trouver avec... est-ce que si je fais ça... Non, c'est pas celle-là. Excusez-moi, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Est-ce que c'est... Ah oui, ça doit être celle-là. Ça vient de Maman, j'ai raté l'avion.
Et moi, j'ai trouvé que c'était très, très chouette. Comme, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec son cœur, en fait, finalement. Alors, vous amenez vos amis ici? J'ai pas tellement d'amis. Oh, pardon. Je suis un peu comme les oiseaux que j'aime tant. On passe devant dans la rue. Les gens me voient, mais font semblant de pas me voir. Ils préféreraient que je sois pas dans leur ville. Oui, c'est un peu comme ça avec ma famille. Je suis ce genre de pigeon dans la maison. C'est parce que je suis le plus jeune. Tout le monde se bat pour avoir sa place. Tout le monde veut être vu, entendu. Oui, c'est ça. On me voit et on m'entend pas mal. Mais on m'envoie dans ma chambre souvent aussi. J'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Oh, et comment vous étiez avant? J'avais un travail, et une maison, et une famille. Vous aviez des enfants? Non. J'aurais bien voulu. Mais l'homme que j'aimais, voilà qu'il ne m'a plus aimé. Ça m'a brisé le cœur. Et quand l'occasion d'être aimé s'est à nouveau présentée, j'ai préféré m'enfuir. J'avais plus confiance en personne. Sans vous vexer, moi je trouve que c'est quand même un peu idiot de votre part. J'avais peur d'avoir mon cœur brisé encore. Tu sais, parfois on croit en une personne. Et quand ça tourne mal un jour, eh bien, elle vous oublie. Peut-être qu'elle est trop occupée. Peut-être qu'elle vous a pas oublié, mais juste oublié de se souvenir de vous. Je crois pas qu'on fasse exprès d'oublier. Je crois que ça arrive. Mon grand-père, il dit toujours que si ma tête n'était pas accrochée, un jour je la laisserais dans le bus. J'ai seulement peur que si je fais confiance à quelqu'un, mon cœur se brisera encore. Oui, je comprends. Quand j'étais plus petit, j'avais des super patins à roulettes. Et j'avais peur que si je m'en servais, je les abîmerais. Je les ai jamais sortis de la boîte. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Ils sont devenus trop petits et je les ai jamais portés dehors. Je les avais seulement mis une fois dans ma chambre. Seulement le cœur d'une personne et les patins à roulettes, ça n'a rien à voir. Moi, je dirais que c'est pareil. Si vous vous servez pas de votre cœur, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit brisé? Si vous le gardez pour vous toute seule, peut-être que ça sera comme pour mes patins. Un jour, vous déciderez de l'essayer et il pourra plus vous servir. Vous devriez tenter le coup. Oh, vous avez rien à perdre. Il y a du bon sens dans ce que tu me dis là. Ben, je crois, oui. Votre cœur est peut-être un peu brisé, mais il est encore là. S'il était pas là, vous seriez pas si gentille. Merci. Ouais, voilà. Tu vois, je trouve que, tu sais, c'est une belle histoire, même si on me dit que c'est pas un grand film. Moi, je trouve que la morale est très belle. Je trouve que la morale est très jolie, quoi. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, on a peur, en fait, d'utiliser son cœur. Moi, pareil, je raconte souvent cette histoire-là, mais quand j'étais petit, ma mère, elle m'avait acheté une voiture télécommandée que j'adorais tellement. Je l'adorais tellement que je la sortais jamais de sa boîte. J'en faisais que dans ma chambre. Et puis, tu sais, un jour, j'avais oublié, parce que, tu sais, bon, quand elle est rangée, tu l'oublies. T'as envie de la réutiliser, tu dis, ah, elle est géniale et tout. Et finalement, j'avais les accus qui étaient propriétaires, qui étaient morts. Et du coup, je pouvais pas, j'avais beau les charger, ça marchait une minute et c'était fini. Et je me dis, bah, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais dû m'en amuser comme un fou, quitte à l'abîmer un peu, les rafler un peu et tout ça? Ou alors est-ce que j'ai bien fait de la laisser dans sa boîte? Bah, chacun peut avoir sa réponse, mais je pense pas qu'on vive pleinement tant qu'on ne s'expose pas vraiment. Je crois pas en tout cas qu'on vive pleinement comme ça. Donc voilà. J'avais mis un autre marque-page depuis très longtemps dans ton livre. Il était là avec la photo de ma petite fille, tu vois, hein, ma petite fille Jeanne. Et je l'ai rouvert à la page. Le monde n'a pas besoin de gens parfaits, mais de gens courageux qui racontent leurs difficultés et comment ils les surmontent. Ça me fait vraiment penser à toi, Yannick, parce que tout au long de tous tes apprentissages, tu fais ça. Et tu te dis dans le gros titre là, gentillesse commence toujours par soi-même. Et soi-même, tu l'écris en 3 mots. Soi, M apostrophe et M. C'est vraiment, ça me touche. Ouais. Parce que, voilà, et tu dis qu'on peut travailler avec des outils de coaching avec des échelles de 0 à 10. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien sur une échelle de 0 à 10 et comment puis-je augmenter ceci d'un petit point? C'est ça. Et en fait, en tout cas, je le crois profondément. En fait, je l'ai écrit, donc voilà. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, je me surprends en fait à réécouter mon propre livre. Ça arrive en fait. Je l'écoute parce que tu sais, il existe en audio, il est sur Audible.
Oui. Les produits, c'est un super d'ailleurs comédien qui lit le livre. C'est pas moi qui le lis, j'en suis désolé, mais je crois que c'était un métier. Je crois que c'était un métier. Je préférais, voilà, la maison d'édition m'a proposé, mais j'ai dit non, je veux pas faire ça parce que j'ai un cheveu sur la langue. Ça peut être agaçant pour les gens qui me connaissent pas, tout, tout. Donc tu sais, je préférais en tout cas que ce soit quelqu'un d'autre, en tout cas, voilà, qui le lise. Et le comédien fait un super travail. Et des fois, je le réécoute et je réécoute mes propres conseils. Et je me dis, putain, je devrais par moment plus les suivre. Tu sais, mes propres conseils, tu sais. Des fois, tu sais, tu te dis, putain, c'est moi qui écris le livre et ça me donne des leçons. Je suis vraiment trop con des fois. Tu vois, alors, après, tu vois, le côté, tu vois, toulousain, con, c'est pas une virgule, tu vois. C'est une virgule, mais tu vois, rien que ça, tu vas travailler son dialogue intérieur. C'est pas dire, en fait, t'es un con ou t'es machin, c'est tout. Bah, tu vois, typiquement, tu dis, ah, merde. Tu sais, je me surprends, tu vois, des fois je donne mes propres conseils et en fait je suis même pas par moment mes propres conseils. Je dis, ah, mais voilà. Donc des fois je me réécoute et c'est drôle, je trouve. C'est marrant de se réécouter, de se redonner la leçon en fait, tu vois, de se redonner la, ah, mais oui, t'as raison. Oui, voilà, C'est vrai, voilà. t'avais raison à l'époque où t'as pensé au truc sur le livre et tout ça et puis après t'as la vie et la vie fait que c'est tellement organique, tellement Voilà. dur, tellement machin que par moment, bah, tu te laisses aller, tu fais des trucs. On est dans le courant de la vie, dans le flot de la vie. On est tout le temps voilà. Et c'est parfois quand on s'arrête. Moi, je me suis arrêtée avec des marque-pages qui étaient positionnées là et le hasard des pages que j'ai ouvertes pour transmettre à nouveau ça. C'est top. J'adore cette interview. Je sais que tu as un rendez-vous juste après. Oui, c'est vrai, Un exact. rendez-vous que je ne peux pas abuser de ton temps. Non, mais Et t'en abuses pas et ça me fera vraiment plaisir de même réavoir un échange avec toi un jour pour ta communauté, pour les gens qui te suivent, avec oui, très grand oui. plaisir. J'aimerais aussi Vraiment. partager avec toi sur, je voudrais, mais on pourra échanger, je voudrais travailler sur cette notion de, de dépassement des traumas au niveau de tous les professionnels de santé et entrer dans une recherche clinique. On a la possibilité, nous, en tant que Manip Radio, de demander une bourse pour faire de la recherche par rapport à ça. Et je me suis donné jusqu'à Noël prochain, d'ici un an, pour avoir constitué une équipe pour ça. Et après, produire là-dessus, parce que je pense que c'est important. Et tout ce que toi, tu transmets, tout ce que les autres conférenciers, Chloé, Laurent Marchand, qui était sur scène avec toi, Laurent, David, tout le staff, tout ton staff, hein, Toufik, qui nous raconte comment il a produit de la musique avec des boîtes à œufs dans son appartement Ouais, c'est vrai. et partir de très peu. On se rend compte que vous avez tous réussi en démarrant de très peu, en vous faisant confiance, je redonne ce que tu nous as dit au départ. Ne lâchez rien, ne refusez pas les défis. Et tu as donné trois aussi grandes choses. Tu t'es interrogé au départ, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui me rend unique. Ouais, c'est un beau questionnement, je trouve. Et c'est vrai que j'aimerais encore pouvoir des heures partager avec toi parce que tes enseignements me font toujours gagner 10 ans Ouais, en ouais, bah, vieillesse, écoute, pas en vieillesse, hein, ouais. en Ouais. facilité, Et un tu es quelqu'un facilitateur. tellement, mais tu es quelqu'un de tellement brillant, Sylvie. Tu as à la fois en fait cette humanité, ce cœur, cet amour, et cette volonté et ce courage finalement de porter ton message et d'être aussi missionné dans ce que tu fais. Et on a besoin de plus de personnes comme toi. C'est essentiel à la vie, c'est essentiel au monde. En fait, j'ai envie de dire. Donc, moi, je suis très très admiratif de ce que tu proposes, de ce que tu fais, et merci d'être là, quoi. Merci d'être là, quoi, parce que t'es incroyable, Sylvie, vraiment. Merci, merci, merci. Parfois on doute sur notre chemin, on se dit je suis pas assez bien. Toujours. Pour certaines personnes, on se dit je suis pas assez, mais on doit faire taire ce petit, Ce petit hamster qui est pénible. voilà, c'est toi le hamster. C'est clair. Je vais te souhaiter, quel serait ton mot de la fin? Je vais te souhaiter une bonne journée, un joyeux Noël, un bon anniversaire, mais j'aimerais te laisser le mot de la fin pour nos auditeurs de Soignants Gagnants. Pour Qu'est-ce que tous tu les pourrais auditeurs laisser? aussi qui te suivent à la NBS, partout, partout, partout. Ouais, le mot de la fin, je dirais, donnez-vous des autorisations, soyez vous-même.
Bravo de suivre Sylvie et de faire partie de ces personnes qui décidaient d'aller plus loin que la fonction que vous occupez, que votre métier. Si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné, que vous avez envie du meilleur pour vous, du meilleur pour vos patients, du meilleur pour voilà, pour le monde, tout simplement. Et félicitations déjà pour ça, parce que juste le fait que vous regardez cette vidéo, juste le fait que vous regardiez ça, ce moment-là, ça prouve que vous avez un désir de grandeur dans tous les sens du terme, dans lequel on peut le prendre. Moi qui me touche particulièrement, et je te tiens à vous honorer, vous qui regardez cette vidéo, je vous honore de tout ça. Voilà. Et bravo encore Sylvie pour tout ce que tu fais. Merci à toi Yannick. Merci pour tout. Je vais souhaiter à tout le monde un joyeux Noël, surtout à toi, un joyeux Noël et puis bientôt les petits pieds qui arrivent. Alors ça sera un beau cadeau. Il est encore emballé. Mi-janvier, début février. Janvier, février. Mi-janvier, début février, on va voir en fait. Mais là, elle me disait tout à l'heure, elle était fatiguée. Elle me dit, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose. Je lui dis, mais c'est très bien, ma chérie, c'est très très bien. Donc voilà. Et merci encore Sylvie, et puis merci à vous qui regardez cette vidéo. Merci à vous tous et bonne fête de Noël et gardez bien l'espoir, l'étincelle au fond des yeux et puis on y va, on lâche rien et vous êtes des gagnants. Bisous les amours. Ciao. Merci à toi. Ouais. Merci ma Sylvie.